Il n'y a plus de sans-papiers à l'église Saint-Bernard. L'évacuation par les forces de l'ordre s'est faite ce matin peu avant 8 h. Invité de ce journal, Éric Raoult, le ministre délégué à l'intégration, et Emmanuel Béard, qui a partagé jusqu'au bout le sort des sans-papiers. À l'appel des syndicats et des partis de gauche, des milliers de personnes manifestent en ce moment même dans les rues de Paris. Également dans ce journal, les révélations de la presse américaine sur l'explosion du Boeing de la TWA et les suites de l'enquête en Belgique sur les crimes de Marc Dutroux. Madame, Monsieur, bonsoir. Au lendemain de l'intervention d'Alain Juppé, les forces de l'ordre sont donc intervenues ce matin à l'église Saint-Bernard. Environ 1 millier de gendarmes mobiles et de CRS qui ont forcé vers 8 h moins le quart la porte de l'église Saint-Bernard pour s'emparer des sans-papiers. À leur 50e jour de grève de la faim, les grévistes ont été évacués vers des hôpitaux militaires. Les autres ont pris la direction du centre de rétention de Vincennes où leur cas devrait être examiné. Le récit de cette matinée musclée, Pascal Doucet-Bon et Valérie Fourniou. Jusqu'au bout, ils tentent de faire barrage à l'assaut des forces de l'ordre. Eux, qui campent avec les réfugiés depuis des semaines, font un rempart de leur corps. Esquivent les coups, gênent leur progression. Mais les gendarmes mobiles arriveront à leur fin en 20 minutes. Les portes de l'église mettront moins de temps à résister. Pendant ce temps, à l'intérieur, une barricade de chaises est érigée à la hâte. Elle ne tiendra que quelques minutes. 8 h 15, les gendarmes mobiles entrent simultanément par les 2 portes. Le curé doit interrompre la célébration qu'il dirigeait. Qu'est-ce que vous ressentez là actuellement? Je peux pas vous dire, j'ai envie de pleurer. J'ai un peu honte pour nous. L'issue est désormais certaine, alors les nerfs lâchent. Aboubacar Diop, délégué des familles, doit calmer ses troupes. Mais comme les autres, il refuse de bouger, alors l'évacuation prend un tour plus musclé. À moins de 100 mètres de là, des Parisiens, d'autres venus de plus loin et des habitants du quartier Accourt tentent de rejoindre ceux qui sont à l'intérieur. Et les gendarmes mobiles lancent des gaz lacrymogènes pour les repousser. Au pied de l'église, ceux qui ont dormi là et qui résistent encore aux forces de l'ordre leur font signe de venir. Pendant ce temps, l'évacuation des 10 grévistes de la faim se fait par la petite porte du presbytère. Ils sont dirigés vers les hôpitaux militaires Bégin et Percy. Le professeur Schwarzenberg, lui, sera délogé de force, contraint d'attendre ici, tandis que les Parisiens continuent d'affluer à clamer leur solidarité. J'ai vu passer les enfants dans les cars. Bon, on a quand même les larmes aux yeux en voyant ça. Moi, je suis pas fier d'être français. Nous, on vient d'Ivry-sur-Seine, donc dès qu'on a entendu la radio, on a débarqué ici pour voir s'il y a des choses à faire. On arrive un petit peu tard. Mais... Très vite, la mobilisation s'organise. Au même moment, devant l'entrée principale, les sans-papiers sont emmenés un par un vers les bus. Dans le calme, mais non sans appréhension, les familles ont peur d'être séparées. Madjigan Cissé, porte-parole des sans-papiers, refuse de monter sans son mari et son enfant. Quant à Emmanuel Béard, elle est conduite avec d'autres sympathisants vers le commissariat le plus proche. Les 11 bus vont partir les uns après les autres vers le centre de rétention de Vincennes. L'opération aura duré 3 heures. Et sitôt les opérations terminées, Jean-Louis Debré, le ministre de l'Intérieur, a réuni la presse place Beauvau pour expliquer le choix du gouvernement. Le moment était venu d'appliquer la loi avec fermeté, mais avec le souci d'humanité et de cœur que souhaite le gouvernement. Que va-t-il se passer maintenant? Pour la première catégorie, celle des régularisables, ils recevront un titre de séjour, et ceci dès la semaine prochaine, pour les personnes de la 2e et 3e catégorie, et qui ne sont pas régularisables, et pour lesquels il existe dès maintenant des arrêtés de reconduite exécutoires, cette reconduite sera mise en œuvre.
pour les autres, c'est-à-dire pour ceux qui ne sont pas régularisables, mais pour qui les procédures ne permettent pas encore aujourd'hui de leur imposer de quitter le territoire national, ces procédures seront conduites à leur terme et ils devront quitter notre pays tôt ou tard. La plupart des sans-papiers se trouvent donc au centre de rétention de Vincennes. La police doit y procéder à un examen individualisé de chacun des cas. Compte tenu de leur situation familiale, certains seront régularisés, d'autres quitteront le territoire français. Selon des sources syndicales, un premier charter est prévu demain matin au départ de l'aérodrome militaire de Creil. Nathalie Moisan et Axel Charles Messange. C'est vers 9 h ce matin que les 210 Africains expulsés de Saint-Bernard sont arrivés au centre de rétention administrative de Vincennes. Très vite, l'interdiction de les rencontrer est signifiée à leurs avocats et les Africains ne peuvent pas parler non plus aux représentants des associations d'entraide. On se demande aujourd'hui quelle est la nature du local qui est derrière nous. Est-ce que c'est toujours un centre de rétention et auquel cas on doit assister les personnes, la loi le prévoit, ou est-ce que c'est devenu un local de police et à ce moment-là les avocats peuvent jouer leur rôle? Oui, mais moi je veux parler à un substitut. C'est très important. Toute la journée, les avocats des sans-papiers vont tenter de joindre les tribunaux, la préfecture de police et les Africains eux-mêmes. L'incertitude règne sur la situation juridique exacte des sans-papiers interpellés. En début d'après-midi, les célibataires sont séparés du groupe, direction la préfecture de police de Paris pour y être placés en garde à vue 24 heures. 1 heure plus tard, le consul du Mali rend visite aux sans-papiers. Le diplomate serait là pour délivrer des sauf-conduits autorisant l'entrée sur les territoires maliens. C'est le signe d'un départ qui pourrait être imminent. Je suis avocat, j'ai ma carte. Vers 18 h, enfin des chiffres précis. 89 hommes sont placés en garde à vue, 53 femmes et 68 enfants en rétention administrative. Les policiers s'emploient désormais à examiner au cas par cas leur situation. Emmanuel Béard, bonsoir. Vous êtes beaucoup investi dans ce mouvement des sans-papiers de Saint-Bernard, en partageant des jours et des nuits avec eux et en vivant cette opération d'évacuation jusqu'à la fin ce matin. Ce soir, vous êtes déçu, je vous voyais choqué en voyant ces images. D'abord, je voudrais dire que je ne suis pas là en tant que comédienne, mais en tant que femme, mère de 2 enfants. Et j'ai l'impression, j'ai le sentiment que si je ne témoigne pas de ce que j'ai vu ce matin, je ne pourrai plus ni vivre ni dormir en paix. Donc voilà, je suis là pour ça. Ce que nous avons montré, ce que vous avez montré à la télé, je dirais que c'est peut-être bien loin de la souffrance de tous les enfants avec qui je suis restée jusqu'au bout, avec qui nous sommes restés jusqu'au bout. Je voudrais aussi ajouter que sur certaines images, on ne voit pas qu'il y a eu plusieurs viols, notamment une église dont les portes ont été détruites à coups de hache, des vitraux cassés. Des enfants, moi, pour ma part, j'avais un petit enfant parce que les enfants s'accrochaient à nous, en essayant de comprendre, dans une sorte de terreur, de larmes, de cris. Un petit enfant sur mes genoux qui a fait pipi tellement il avait peur, qui ne retrouvait ni son père ni sa mère. Tout ça pour vous dire que j'ai beaucoup de mal à parler parce que c'est encore très récent et de revoir toutes ces images ce soir, c'est très difficile pour moi. Vous avez trouvé cette opération très violente, plus par je dirais moralement extrêmement violente. On a, pour moi, violé la dignité de ces gens. Ces gens ont été traqués, errés d'endroits, d'églises, en gymnase, pendant des mois et des mois. Je ne comprends pas pourquoi on a laissé pourrir la situation. S'il fallait étudier au cas par cas, pourquoi ne l'a-t-on pas fait avant? Pourquoi est-ce qu'on a laissé ces enfants, ces femmes, ces hommes, ces célibataires, ces grévistes de la faim aller aussi loin? Je suis indignée, révoltée, mais j'ai surtout mal. J'ai surtout mal, pas pour moi qui ai été arrêtée pendant 2 heures au commissariat et qui ai été relâchée extrêmement vite, mais je pense à eux ce soir, voilà, donc de les revoir là tous. Dans la mesure où les sans-papiers n'avaient pas l'air de vouloir accepter une négociation au cas par cas. Moi, hier soir, j'étais dans l'église. Pendant 5 mois, ces gens ont demandé à être entendus. On a refusé absolument tout dialogue. Le gouvernement, je tiens à préciser que je ne suis d'aucun parti politique.
d'accord, voilà. Qu'est-ce qui vous a poussé à mettre votre image, votre personnalité? J'ai débarqué un jour, j'ai débarqué il y a quelque temps, tout simplement par solidarité humaine avec des couches, du lait. Je suis moi-même mère de 2 enfants, j'ai eu l'impression qu'il était important d'y aller et d'aider. Je savais que les familles commençaient à manquer de produits de base, de choses essentielles, et donc j'ai débarqué là, comme ça, et puis je suis restée parce que j'ai eu un sentiment d'injustice. On a répété pendant des mois qu'il s'agissait de clandestins. J'ai donc appris, en venant et en parlant avec tous les gens qui étaient autour de moi, les délégués africains, qu'il s'agissait de gens mis en clandestinité par les lois Pasqua, c'est-à-dire que je n'ai rencontré que des gens qui ont travaillé en France, qui ont une famille ou qui sont célibataires. Mais les célibataires, c'est pas parce qu'on ne s'est pas reproduit qu'on n'a pas le droit, qu'on n'a pas le même droit que les autres. Je n'ai rencontré que des gens qui ont essayé de former une famille, de vivre ici où la vie est dure mais possible. Dans leur pays, on souffre. Moi, je viens de Mauritanie, les gens crèvent là-bas. Au Mali, les gens crèvent aussi. Comment vous dire Vous espériez une autre attitude, une autre issue, une autre attitude du gouvernement, une autre issue monsieur, dans ce que j'ai vu ce matin, je ne l'oublierai jamais. Mais c'est pas très grave. Ce que les enfants ont vu ce matin, ils n'oublieront non plus, c'est très grave. Ils n'oublieront pas non plus, c'est très grave. Merci en tout cas d'avoir bien voulu nous apporter votre témoignage ce soir. L'intervention des forces de l'ordre à l'église Saint-Bernard est unanimement condamnée à gauche. Lionel Jospin la juge absurde et dommageable. Robert Hue parle de la vieille tradition d'une droite brutale et cynique. Une manifestation était organisée en fin d'après-midi entre les places de la République et de la Nation à Paris. Marie-Pierre Farkas et Michael Darmon. De l'église Saint-Bernard à la place de la République. Les sans-papiers ont été évacués depuis ce matin, mais la colère après l'intervention des CRS n'est pas retombée. Moi j'ai honte, j'ai carrément honte d'être français. Et d'ailleurs, moi j'ai presque 70 ans. 70 ans, je n'ai jamais vu une pareille bande de cons au pouvoir. C'est immonde, c'est même plus une politique de droite, c'est rien, c'est le chien crevé qui dérive au fil de l'eau. Semble-t-il, il y avait une possibilité de médiation, de négociation. Il y a eu cette manière brutale ce matin d'en finir avec ce problème et nous trouvons que cela est tout à fait désastreux. 8 heures après l'évacuation, le militantisme colle à l'actualité. Des autocollants sont déjà imprimés, libérez les sans-papiers. Associations, syndicats et partis politiques prennent le relais. Lutte ouvrière, la CFDT, la CGT, l'affaire des sans-papiers mobilise la gauche et certains font déjà les comptes. Le PS est bien pour vous là? Ils sont assez présents ou pas? Je sais pas, vous les voyez où vous? Moi j'attends de les voir passer. Et pourtant ils sont là en tête de cortège. Martine Aubry, François Hollande, Ségolène Royal, avec Alain Krivine et Robert Hue. Les célébrités aussi. Militantisme multimédia, le professeur Schwarzenberg défile et participe à un débat en direct sur une radio. Laissez parler, monsieur Raoult. Monsieur Raoult, je voudrais vous poser quelques questions. Qu'ils partagent nos convictions, c'est bien. Mais que ce soit la droite ou la gauche, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Hein? Ils sont récupérateurs parce que c'est bientôt les législatives de 98. De la République à la Nation, des objectifs différents ce soir, mais des slogans identiques. Contre Jean-Louis Debré, contre les lois Pasqua. Pour la gauche, la rentrée politique a été avancée avec l'affaire des sans-papiers. Et le commentaire du cardinal Lustiger, fallait-il sacrifier 300 Africains pour obtenir enfin un débat sur une question aussi fondamentale que l'immigration? Les autres réactions de gauche et de droite recueillies par Françoise David et Gilles Deblair. On a le sentiment que le gouvernement a manqué là d'un évident savoir-vivre qui aurait été la marque d'un savoir-faire sur un dossier difficile. Et dans ces conditions, on est submergé par une vraie émotion et en même temps, on se dit que cette intervention de force ne règle rien. Que va-t-il se passer maintenant? Comment vont se régler les situations de ces familles qui étaient sans papier à la suite des lois Pasqua? Le gouvernement, en prenant une décision choquante, n'a en plus rien réglé. Cette intervention se situe bien dans l'esprit de la vieille droite brutale et cynique, et il faut bien le dire, pour des calculs politiciens sordides. Cela démontre encore l'incapacité du gouvernement à régler les problèmes, à régler ces questions humaines, à être sourd à l'opinion publique. Hier, le Premier ministre, après avoir consulté le Conseil d'État, a dit la loi et a dit qu'il était prêt d'aller au-delà d'une lecture rigide de la loi, et qu'il était prêt à examiner les cas individuels. C'est ce que réclamaient
les personnes de Saint-Bernard. J'espérais que hier soir ou tout au long de la nuit, il y a un petit geste qui se manifeste du côté des sans-papiers pour dire, eh bien là, il y a quand même l'amorce d'un dialogue. Et avec l'amorce d'un dialogue, on peut espérer une issue qui soit autre que celle de ce matin. Je crois que dans cette affaire, le gouvernement a appliqué la mission qui est la sienne, qui est d'appliquer la loi. Nous étions arrivés à une phase de rapport de force extrêmement tendue, malgré les ouvertures qui avaient été faites. Et je crois qu'à ce stade, même si chacun peut le regretter, il fallait que les règles de l'état de droit soient respectées jusqu'au bout. Éric Raoult, bonsoir. Vous êtes Bonsoir. Ministre délégué à la ville et à l'intégration. Alors fallait-il en passer par là? Fallait-il recourir à la force? Un artiste, ça peut susciter une émotion. Un gouvernement, c'est fait pour trouver des solutions. J'ai autant de peine que l'on en soit arrivé là que Mme Béard. Je souhaite simplement qu'après la clarification, après le moment de fermeté que le gouvernement a été amené à prendre pour mettre en place, pour appliquer la loi au cas par cas, parce qu'on ne peut pas étudier une situation administrative dans une sacristie sous le regard des caméras. Il faut un débat contradictoire entre une personne qui défend sa situation et puis les dossiers administratifs. Il ne faut pas que les sans-papiers soient des sans-dossiers. Mais je voudrais vraiment de tout cœur dire qu'il n'y a pas d'un côté les sans-papiers et de l'autre côté les sans-pitié. Il faut voir comment on en est arrivé là et voir aussi que, comme tous les autres personnes qui se sont exprimées, eh bien, j'aurais souhaité qu'on évite tout ça, mais on en est arrivé là parce qu'il y a eu d'un côté une volonté de parvenir à une situation bloquée et malheureusement avec beaucoup de récupération, on vient de le voir avec les manifestations, et de l'autre côté de la part du gouvernement, la volonté de trouver une solution. Donc, à votre avis, M. Raoult, le gouvernement est allé jusqu'au maximum de ce qu'il pouvait faire en termes de négociation? On doit appliquer une loi, on ne peut pas la négocier. Si demain il convient de modifier un texte, il faut le faire à l'Assemblée nationale, pas dans une église, parce que l'émotion que Mme Béard a exprimée ce soir sur la télévision, je voudrais aussi qu'elle puisse la manifester dans un quartier, qu'elle puisse la manifester au Mali. Nous sommes dans une situation qui aujourd'hui en matière d'immigration peut freiner l'intégration. Or, ces immigrés qui sont en situation irrégulière posent un réel problème d'image vis-à-vis de tous ceux qui sont en situation régulière et qui veulent vivre une vie comparable à la nôtre. Donc je crois qu'il fallait intervenir, mais maintenant que la fermeté est passée, je fais confiance au ministre de l'Intérieur et au Premier ministre qui l'ont montré avec intelligence et patience pour qu'une réponse de fraternité et une réponse de solidarité soit apportée avec humanité dans ces dossiers. Justement, sur l'application de la loi, dans son avis, le Conseil d'État a donné une très large marge de manœuvre au gouvernement, en fonction notamment du droit à une vie de famille normale dont devrait bénéficier tout le monde, y compris des étrangers. Vous croyez que ce droit-là sera respecté? Mais écoutez, je crois que comme l'a dit hier Alain Juppé, les familles ne seront pas séparées, les personnes en mauvaise santé ne seront pas expulsées, mais il y a aussi des déboutés du droit d'asile. Tout gouvernement, les gouvernements socialistes ont été confrontés au même problème, les autres pays le sont aussi. Quand on entre en France, ce n'est pas un hall de gare, il faut accepter des règles. Le fait d'avoir sa situation revue, révisée, comme le Premier ministre l'a annoncé, ne veut pas dire une régularisation massive. Monsieur Raoult, vous pensez qu'il faut revoir les lois Pasqua, puisque leur application a l'air de poser quand même des problèmes? Je crois que les textes de Charles Pasqua sont un socle qu'il faut peut-être adapter dans les années qui viennent, mais qu'il faut d'abord appliquer. L'immigration est un problème qui ne s'interrompra pas en 1998, c'est un problème de pauvreté et de richesse, et comme hier le Premier ministre l'a souligné, il faudra apporter des réponses qui soient des réponses aussi de coopération, car tout à l'heure on a parlé du Mali, on a parlé également de la Mauritanie. Ce qu'il faut faire, c'est d'aider les Africains à rester dans leur pays, les aider au développement, pour éviter qu'ils viennent ici vivre leur pauvreté, leur précarité. Une toute petite chose pour terminer, on a dit que M. Chirac avait suivi cette crise de très près et qu'il avait donné des consignes de très grande fermeté. C'est quelque chose que vous confirmez? Écoutez, j'ai entendu le président de la République s'exprimer le 14 juillet, parler d'un geste fort et de l'intégration. Le geste fort est intervenu. Maintenant, nous avons encore beaucoup de travail pour expliquer à l'ensemble de nos compatriotes que l'intégration est une chance pour notre pays, mais que nous ne pouvons pas la faire dans le désordre. Et il y avait un désordre à l'église Saint-Bernard. Merci, M. Raoult. Cette affaire des sans-papiers dure depuis maintenant 5 mois. Elle a commencé par l'occupation de l'église Saint-Ambroise. Le récit, Valérie Gagé. Les sans-papiers de Saint-Bernard ont d'abord été ceux de Saint-Ambroise. C'est en effet avec l'occupation de cette église du 11e arrondissement à Paris que leur mouvement a commencé le 18 mars dernier. Née dans les foyers de travailleurs immigrés, l'idée d'une action collective débouchera sur 5 mois d'errance. Le 22 mars, l'église Saint-Ambroise est évacuée par les CRS à la demande du curé. Une polémique s'ensuit concernant le rôle joué par la hiérarchie catholique. Les Africains trouvent alors refuge dans le gymnase Japy, situé à proximité. Mais 2 jours plus tard, nouvelle intervention policière.
52 Maliens sont alors reconduits par avion dans leur pays. Le 29 mars, le Théâtre du Soleil accueille les sans-papiers à la cartoucherie de Vincennes. 11 jours de répit, puis ils repartent. Des entrepôts vides de la SNCF dans le 18e arrondissement leur servent d'abri temporaire. Le mouvement semble alors s'essouffler, mais il est relancé le 24 juin par une quarantaine de femmes qui envahissent le hall de la mairie du 18e. 2 jours plus tard, dans la plus grande discrétion, les autorités régularisent la situation de 20 de ces Africains, notamment celle d'un débouté du droit d'asile. Cette avancée a-t-elle remotivé les sans-papiers? Toujours est-il que 2 jours plus tard, le 28 juin, ils décident d'envahir l'église Saint-Bernard. Le conflit prend alors un tour plus politique. Face aux partis de gauche, pour une fois unis, la majorité semble se diviser. Hier, la déclaration d'Alain Juppé a mis fin aux espoirs de nombreux Africains. Commencée dans une église il y a 5 mois, leur lutte s'est achevée ce matin dans une autre. Le reste de l'actualité avec d'abord cette confirmation par l'INSEE. Les prix à la consommation ont reculé en juillet pour le 2e mois consécutif. Une baisse de 0,2% après 0,1% de baisse en juin. Un nouveau drame dans la clue du Raton, dans les Alpes-Maritimes, 1 an après la noyade de 3 adolescents qui avaient été surpris par la brusque montée des eaux dans ces gorges à la suite d'un orage. Un groupe qui faisait du canyoning a vécu le même drame. Un homme de 53 ans en a été la victime. Yasmina Farber et Eric Georgeot. Ils sont sains et saufs après une nuit passée dans le froid, au bord d'un torrent agité, près d'une eau à 5 degrés. Les hélicoptères ont réussi leur opération de secours dans la clue du Raton dès la levée du jour. Les 13 membres du groupe, bloqués dans la gorge après un orage, ont pu être élitreillés. 2 blessés souffrent de fractures, mais un homme de 53 ans a été retrouvé mort. Le guide a pu sortir de la clue pour donner l'alerte vers 21h30. À 3 h du matin, les sauveteurs arrivent péniblement sur les lieux. Les équipes qui ont été engagées dans des conditions assez difficiles, beaucoup d'eau et de nuit, et l'eau est très froide. À cette altitude, l'eau est très très froide dans ce canyon. Le groupe de randonneurs était parti le matin pour la descente de la clue du Raton. Mais vers 16 h, tout a basculé dans cette gorge sans échappatoire. Il y a eu un orage sur le haut du canyon du Raton et une très très brusque montée d'eau qui nous a surpris dans l'endroit le plus étroit du canyon. L'histoire se répète à une année d'intervalle. Le 13 août 1995, 3 adolescents étaient morts dans cette même clue, mais pas question pour l'instant d'en interdire l'accès. De l'avis de tous les professionnels, la clue du Raton n'est pas une clue particulièrement dangereuse par rapport aux autres. Donc le problème est de savoir si on accepte de pratiquer des sports qui présentent des risques ou si on ne l'accepte pas. Le risque semblait calculé avec une météo clémente et un guide expérimenté. Manque de chance ou vraie zone à risque, le village de Beuil espère ne plus entendre parler de la clue du Raton. En Belgique, l'enquête se poursuit, des arrestations ont eu lieu ainsi que des fouilles dans les domiciles de Marc Dutroux et des voix s'élèvent pour s'interroger sur d'éventuelles protections dont il aurait bénéficié. Valérie Hermite, Marie-Pierre Cassignard et Alain Dubas. Des chiens venus spécialement d'Allemagne, un policier anglais et de gros moyens logistiques. Les enquêteurs belges se sont remis à l'ouvrage, bien décidés à fouiller toutes les maisons de Dutroux et de son entourage. Cette nuit, c'était à nouveau au tour de la maison de Sarre-la-Buissière d'être fouillée. C'est là que furent découverts les corps de Julie et Mélissa. Des recherches qui s'annoncent très longues, mais qui ne sont pas dues au hasard. Nous cherchons essentiellement des caches telles que nous l'avons découvert lorsque jeudi, nous avons délivré les petites Sabine et Laetitia. Nous avons des indices qui nous permettent de dire qu'il y en a d'autres et nous voulons les découvrir. Nous voulons être sûrs qu'il n'en existe plus. À Jumet, c'est la maison de Weinstein, le complice tué par Dutroux, qui a été passé au peigne fin alors qu'un 6e suspect était arrêté. Pendant ce temps, la polémique s'installe en Belgique. Marie-France Bott, spécialiste de la lutte contre les trafics d'enfants, pose ouvertement des questions. On sait par l'expérience internationale qu'on a maintenant quand même depuis 10 ans qu'à partir du moment où il y a des vidéos pornographiques d'enfants, il y a 3 conditions qui sont nécessaires pour que le système fonctionne, pour que la machine avance. Il faut forcément qu'il y ait des utilisateurs de ces cassettes, donc des consommateurs qui soient fortunés et protégés. Il faut qu'il y ait de la finance derrière, donc des moyens financiers, et il faut la plupart du temps qu'il y ait une aide politique pour cacher le système. Pas de preuves, mais des questions que se posent aussi des anonymes. Hier, à la fin des obsèques de Julie et Mélissa, ils brandissaient leur interrogation.
L'enquête sur l'explosion du Boeing de la TWA, 2 jours après les révélations du Washington Post qui affirmait que cette explosion était accidentelle, c'est maintenant un autre journal, le New York Times, qui relance la thèse de l'attentat. Des résidus de substances explosives auraient été découverts sur certains débris de l'avion. À Washington, Philippe Gassot. Après 5 semaines d'enquête, le New York Times titre sur la découverte d'éléments qui accréditent la thèse d'un attentat. Il révèle que des traces d'explosifs ont été retrouvées sur des éléments de l'épave. Nos confrères de CNN emboîtent le pas. Ils avaient déjà, dans les premiers jours de l'enquête, révélé que le crash était dû à une bombe. Cette fois, des éléments tangibles semblent étayer la version de l'attentat. Par exemple, on indique que l'explosion aurait eu lieu entre les sièges numéro 17 et numéro 28, c'est-à-dire à l'endroit exactement où le Boeing s'est coupé en deux avant de plonger dans l'océan. Cette information capitale aurait été donnée par 3 hauts responsables qui participent à l'enquête. Les traces d'explosifs découvertes dans les laboratoires du FBI à Washington sont du PETN, du pentaérythriol tétranitrate, une substance que l'on trouve couramment dans les détonateurs. Si les informations communiquées par la presse, qui ne sont toujours pas confirmées officiellement, n'émanent pas directement des laboratoires du FBI situés derrière moi, c'est que, dit-on, les enquêteurs voulaient obtenir davantage de preuves irréfutables. Depuis des années, la montagne qui domine le village de la Séchilienne, dans l'Isère, n'en finit pas d'avancer dangereusement. Aujourd'hui, le préfet prend la menace au sérieux et il informe certains habitants du village qu'ils vont être expropriés à titre préventif. 90 maisons sont concernées, mais cette décision de sagesse ne fait pas l'unanimité. Benoît Gadret et Jean-Claude Martin. Les départs, à l'heure, monsieur, à l'heure où on dit qu'il n'y a plus d'argent. La passion et la colère des habitants face au préfet de l'Isère. Ils viennent d'apprendre qu'ils vont être expropriés et beaucoup ne l'acceptent pas. Tout cela à cause de cette montagne, une des plus surveillées au monde. Une montagne qui avance de 10 à 30 cm par an et qui menace de s'effondrer sur ce hameau où vivent 280 personnes. Il faut protéger les gens du risque de l'effondrement de cette montagne, risque qui est sûr, sans pouvoir vous dire bien sûr, c'est demain ou dans 10 ans, mais ce qu'on sait c'est que ça va tomber. Du coup, le préfet, sur demande expresse du gouvernement, a décidé d'exproprier 90 familles et de les indemniser. Louis et Chantal Lopez habitent ici depuis 16 ans. Il n'y a aucun risque. Je serais capable de coucher sur la butte là-bas. On a tout construit, on a tout fait nous-mêmes. Hein. Avant c'était des terrains vagues, il y avait très peu de construction. Le voisin, lui, poursuit ses travaux comme si de rien n'était, histoire de manifester son opposition. D'autres sont résignés et espèrent désormais être bien indemnisés. On n'a pas le choix, quoi. Je pense qu'il vaut mieux s'en aller, refaire une vie ailleurs et ne pas risquer d'avoir la montagne qui nous tombe sur la tête. Hein. Le maire, lui, déplore la précipitation du préfet, même s'il reconnaît l'existence du risque. La commune est sous le choc, elle perd la moitié de ses habitants. Imaginez une population qui passerait de 635 habitants à 350. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe économique, mais surtout une catastrophe humaine. L'opération d'expropriation devrait prendre quelques mois. Dans la foulée, un tunnel hydraulique pourrait être percé pour accueillir la rivière qui coule au fond de la vallée. Car si la montagne s'effondre, c'est tout le secteur qui risque d'être inondé. En quelques jours, le village d'Amblin dans les Vosges s'est transformé en une ville moyenne de 40 000 habitants. Une ville de toile pour les tziganes qui viennent prier de toute l'Europe. Le reportage de Jérôme Soulard. D'Amblin touché par la grâce et la magie des tziganes. Depuis une semaine, ils arrivent de partout. 8000 caravanes sur une ancienne base de l'OTAN et des prières pour 40 000 âmes à sauver. Car cette ville, poussée de nulle part, n'abrite que des gitans protestants venus pour prier. Et maintenant, nous sommes réunis des 4 coins de France et de Navarre et de plusieurs peuples étrangers pour prouver ici que Jésus est vivant. On fait comme Dieu a dit. Allez tourner partout dans le monde entier, évangéliser ma parole. C'est ce que vous faites aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Cette là, c'est la dernière de l'année. La dernière de l'année, mais pas la plus calme. Mais évidemment, 40 000 tziganes en camping, ça fait de l'activité, de la circulation. Et ça fait jaser aussi les villageois inquiets pour leur sécurité. Pour le moment, nous, on n'a pas à se plaindre. Moi, je me plains pas, hein. Ils viennent pas m'emmerder. Hein, en plains pas. Non, mais il y en aurait 10 000, ça suffirait. Là, il y en a au moins 50 000, là.
ça nous apporte absolument rien. Que des soucis. Que des soucis, voilà, que des soucis, et qu'il faut essayer de maîtriser au mieux. Et pour l'instant, c'est vrai, pas de problème, grâce au sérieux des organisateurs. Si on serait comme eux, avec une grande tranquillité comme ça, et puis que du jour au lendemain, comme ça, une grande ville se bâtit, une grande toile se bâtit, des grands mouvements, des enfants un peu partout, bien sûr que ça crée un petit peu surtout de la curiosité, parce que je crois bien que les gens des Vosges sont quand même assez avenants quand même. Et jusqu'à dimanche, les plus curieux justement pourront prier et partager cet amour que seuls les tziganes savent si bien nous chanter. Le sport maintenant et la Formule 1. L'Allemand Michael Schumacher s'est fait très peur sur le circuit de Spa-Francorchamps en Belgique. Sa Ferrari, vous le voyez, a quitté la piste au cours de la première séance d'essai libre. Elle a donc heurté par l'arrière un mur de pneus. Schumacher s'en sort indemne, mais privé de sa voiture, il ne pourra pas courir dimanche puisque le nouveau règlement, vous le savez, lui interdit de se servir de ce qu'on appelle le mulet. La course du Figaro à l'arrivée de la 3e étape à Gijón en Espagne, c'est Philippe Vicario qui arrive en tête, mais son maître Jean Le Cam reste quand même premier au classement général. Cécile Géraud et Marc Millet. Philippe Vicario est allé dans la bonne direction. Il aurait pu partir à l'ouest comme beaucoup, mais il est parti à l'est et il remporte l'étape. Un joli coup pour celui qui avait déjà failli gagner le Figaro l'an dernier, battu de 8 minutes seulement par Philippe Poupon. Je cherchais depuis le début, celle d'avant c'est pas passé loin. Ça se voit pas, mais c'est pas passé loin. Et puis là, c'est millimétré, c'est passé quoi. Et pendant que Vicario, le Brestois, arrose sa bonne étoile, Le Cam, le Breton, leader au classement général, en veut à la terre entière. 4e, un peu plus de 32 minutes de retard. Lui aussi est parti à l'est, mais il a dû manquer quelques épisodes dans cette course. C'est chier, je crois être 3. Ça m'énerve parce que je comprends pas que je sois pas arrivé 3e. Je comprends pas, je me suis fait mettre en fait par... je me suis fait distancer cette nuit. Par le bas et Vicario, j'aurais jamais dû me faire passer par le bas, je ne sais pas par où il est passé. J'ai merdé quoi. Enfin, bon. Christophe Lebas et Ronan Cointeau se sont tout simplement cachés au milieu des plus grands. Pour leur première participation, les deux bisutes ont trouvé l'ouverture au petit matin, crevés, rincés mais heureux. Je compte aller faire une sieste et comme ça faisait longtemps que j'avais pas entendu parler à la chef, puis j'entends vacation, je dis bon tiens je vais écouter, puis j'apprends que j'étais 2e, je me suis relevé tout de suite et j'étais à la barre en 4e vitesse et je me suis donné des coups de pied au cul, puis voilà, puis impeccable. Au classement général, même s'il a 1 heure d'avance sur des joyaux, Le Cam va tout tenter pour entrer en vainqueur dans le port du Crouesti. En football, on connaît maintenant le programme des clubs français dans la Coupe d'Europe, ou dans les Coupes d'Europe. Dans la Ligue des Champions d'abord, Auxerre n'a pas eu de chance au tirage au sort puisqu'il retrouvera l'Ajax d'Amsterdam le 11 septembre avant d'affronter les Glasgow Rangers. Maintenant, dans la Coupe des Coupes, le Paris Saint-Germain s'en sort plutôt bien avec un déplacement au Liechtenstein, une formalité a priori. Enfin, dans la Coupe de l'UEFA, ce sera très difficile pour Guingamp, Lens et Montpellier entre autres. Guingamp surtout, qui fera ses premiers pas européens contre l'Inter de Milan. Le Tour de France touristique de l'été, nous continuons notre bilan de la saison avec ce soir les Alpes et plus précisément la Savoie. L'engouement pour la montagne ne se dément pas, mais là comme ailleurs, le touriste s'est fait économe. Didier Guyot et Philippe Fivet. Valmorel, 1400 mètres d'altitude, station de ski l'hiver, au lieu du tourisme l'été. Ici, en juillet et en août, les amoureux de la nature, du grand air ou de l'aventure viennent passer un séjour paisible et convivial. Depuis quelques années, la montagne est à la mode, mais cet été, les touristes se sont fait un peu plus rares et plus économes. Ils dépensaient beaucoup plus auparavant et maintenant ils dépensent un peu moins. Mais c'est une réaction économique qui découle de la conjoncture et c'est aussi une volonté de gérer autrement ses affaires. L'année dernière, pendant 3 semaines, la station affichait complet. Cette année, ce ne fut jamais le cas. Chambres d'hôtel et appartements locatifs étaient disponibles, pas de taux de remplissage de 100%. À cause d'une météo exécrable et d'un pouvoir d'achat en baisse, les commerçants font triste mine. Les gens qui viennent font attention. Ils viennent moins nombreux, mais ceux qui viennent font attention. C'est vrai, de moins en moins les gens consomment, mais cet été, on l'a quand même ressenti. Bon, ça va, on a toujours du monde parce que Valmorel est sympa, Valmorel est une belle station, ça commence à être très connu. Mais les gens consomment moins, c'est tout, c'est une réalité.
En moyenne, la saison touristique a chuté de 10 à 15%. Les professionnels le savent bien, les clients sont plus exigeants, ils comparent, préfèrent le casse-croûte au restaurant et hésitent à dépasser le budget. Oui, c'est vrai, on regarde les prix. Les gens ont un petit peu ce point de vue maintenant. Ouais. Ils veulent faire un peu tout, et les loisirs, et se faire plaisir. Donc ils regardent, oui. Oui, moi je dépasse pas le budget, non. Non, faut surtout pas, parce qu'après il faut quand même rentrer. Hein. Après il y a quand même la rentrée, puis l'année est longue. Hein. Mais plus que la crise économique, les professionnels de la montagne maudissent surtout la météo. La pluie, cet été, a fait fuir plus d'un vacancier de passage. Quant aux autres, les plus patients, ils ont su tirer profit de la montagne. Et on reste donc en montagne, mais à Flaine, en Haute-Savoie, où se tient comme chaque année un festival de musique classique jusqu'à la fin du mois d'août. Stéphane Auman et Pierre Moscovitch. Derrière les façades de béton, on répète de la musique classique. Nous ne sommes pas en banlieue parisienne, mais bien en Haute-Savoie. Flaine est son académie temporaire de musique, devenue la plus importante d'Europe après 19 ans d'existence. Pour les 900 élèves qui s'installent ici en août, tous les locaux de la petite station sont réquisitionnés, jusqu'au plus inattendu. C'est une ville qui tout d'un coup est entièrement consacrée à la musique. C'est-à-dire que vous imaginez cette station qui est pleine de skieurs pendant l'hiver, qui tout d'un coup, alors qu'il y a quelques estivants pendant l'été, voit une armée de musiciens arriver. On a cette sensation qu'il n'y a plus de frontières. Il n'y a plus de frontières entre les instruments, il n'y a plus de frontières entre les professeurs et les élèves, ce qui est très important. Je crois que c'est très convivial. Dans Flaine désertée, les musiciens ont pris le pouvoir. Retirés presque sans public, ils finissent par tisser de drôles de liens. On vit beaucoup plus proche des élèves et ça c'est important, on les connaît beaucoup mieux surtout, on les voit agir, on les voit vivre. En général on essaie après de se retrouver, de faire des duos, des trios ensemble et puis après on va boire un petit coup, c'est la fiesta quoi. Au festival de Flaine, les concertistes aussi improvisent. Ils jouent des morceaux sortant des sentiers battus, juste pour se faire plaisir, oublier le béton et donner à la montagne un petit air d'ailleurs. Et je pense vous avoir dit une grosse bêtise à propos de Michael Schumacher. Il ne pourra pas se servir du mulet pendant les essais libres, la deuxième séance, mais en revanche, il devrait pouvoir courir dimanche au Grand Prix de Belgique. Voilà, fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo de Nathalie Riouet. Le point route de Patrice Drevet. Vers minuit, le dernier journal. Ce sera Christophe Tortora. Demain à 13h, Laurence Piquet. Et je vous retrouve quant à moi à 20h. Bonne soirée sur France 2 et bon week-end, bien sûr.